Parfois, certaines personnes semblent juste impossibles à convaincre, même lorsqu'elles sont intelligentes et qu'on leur présente un raisonnement tout à fait logique sur un sujet sur lequel on pense sincèrement ne pas se tromper. De votre point de vue, ces personnes sont juste têtues et les atteindre paraît impossible. Salut, moi c'est Volticide, je fais des vidéos d'éducation psychologique et sociale et aujourd'hui j'aimerais voir avec vous comment faire changer d'avis quelqu'un ou au moins faire en sorte qu'on vous écoute et qu'on vous prenne au sérieux. Car être face à quelqu'un qui clairement n'écoute pas ce qu'on lui dit et reste entêté, voire sur la défensive, ça peut être assez frustrant. Le truc c'est que ces personnes-là tombent souvent dans le trou de l'entêtement. Et ce qui les pousse dans ce trou, c'est bien souvent leur dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, c'est le fait d'avoir des pensées, des croyances, des désirs ou même des actions qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Et le cerveau, lui, il aime pas trop les incohérences, il préfère s'entêter et se voiler la face plutôt que d'assumer les contradictions. Et c'est un billet dont on fait toutes et tous l'expérience parfois, donc ne jugez pas trop vite la personne en face de vous si vous vous rendez compte qu'elle est tombée dans ce piège. Personne n'est cohérent à 100% entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est quand l'écart devient trop grand que ça commence vraiment à être un problème. Ainsi, un fumeur par exemple, qui prétendrait vouloir vivre plus longtemps et en bonne santé, a clairement une contradiction entre son action, qui est de fumer, et ses paroles. Et si vous vous reconnaissez dans cet exemple, ou si on vous a déjà fait la remarque que vos actions ou votre comportement contredisaient vos paroles, vous connaissez donc bien ce sentiment très désagréable de contradiction. D'autant plus si la personne en question avait raison, ce qui n'est pas toujours certain. Car fort heureusement, vous n'êtes pas défini par la moindre chose qu'une personne random peut dire de vous. On est défini avant tout par nos actions et par ce qu'on dit, même si on se connaît jamais soi-même à 100% et qu'on peut très bien ignorer certaines parties de nous-mêmes que seuls les autres voient et pas nous. Donc au lieu de changer de comportement et d'arrêter la clope, le fumeur qui est dans ce cas-ci va sans doute tenter de résoudre cette contradiction en allant chercher des preuves ou des excuses qui semblent logiques mais qui sont finalement assez fallacieuses. Par exemple, il pourrait pointer du doigt une personne très âgée de son entourage qui fume depuis longtemps et qui est toujours en pleine forme, pour dire que finalement fumer ça ne tue pas. Ou se prendre soi-même en exemple pour dire que il est toujours en vie donc fumer ne tue pas. Il peut aussi dire qu'il a de très bons gènes ou une excellente résistance au tabac et qu'il peut donc endurer la clope sans souci particulier pour sa santé. Une autre stratégie consisterait à dire qu'il s'en fiche de mourir plus jeune, même si c'est complètement faux. Et bien souvent, ces pensées ou actions contradictoires sont les plus difficiles à changer, car pour les changer, il faut bien reconnaître qu'il y a un problème. Sauf que si vous êtes tout au fond du trou de l'entêtement et du déni, ça risque de poser problème. Donc voici 7 signes qui indiquent que votre interlocuteur ou interlocutrice est en pleine dissonance cognitive. Comme pour tout, il faut prendre ces signes comme un ensemble à analyser en prenant en compte le contexte. C'est comme pour le mensonge, aucun signe à lui seul ne peut déterminer si une personne vous ment ou dit la vérité. Sauf bien sûr si elle ment sur quelque chose dont vous connaissez de manière certaine la vérité. Comme une harceleuse qui affirmerait ne pas avoir envoyé de message à des membres de votre famille, alors que vous avez vu les messages de vos propres yeux. Mais je digresse. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à partager ce contenu à d'autres personnes qui pourraient trouver ça utile, je vous invite à mettre un pouce bleu. Après cette intro bien plus longue que d'habitude, ne tardons pas plus que ça et commençons tout de suite avec le premier signe que quelqu'un est en pleine dissonance cognitive et qui consiste à être surpris par une nouvelle information qui vient perturber notre pensée ou croyance personnelle, sans pour autant modifier celle-ci ou l'adapter à l'information reçue. En d'autres termes, la personne en question rejette ou nie l'impact de la nouvelle information et ses implications pour la manière dont elle pense. Par exemple, imaginons que vous pensiez que le changement climatique n'est pas réel et qu'on vous apportait des preuves que si, c'est bien réel. Vous pourriez simplement vous dire non, j'y crois pas, ils ont forcément été falsifiés ou ils ont mal interprété les résultats, mais c'est pas possible autrement, moi j'y crois pas. Et c'est exactement ce qu'on retrouve chez les théoriciens de la Terre plate. Mais ce signe à lui seul ne suffit pas pour savoir si quelqu'un a une dissonance cognitive. Elle pourrait très bien avoir pris l'information en question en compte, sans pour autant considérer qu'elle vienne contredire sa pensée. Car c'est assez subjectif finalement, ça dépend vraiment du point de vue et de la vision qu'on a de la chose. C'est pour ça que je vous invite à faire attention à ce deuxième signe qui consiste à être incapable de voir les choses du point de vue de l'autre. Ça se traduit souvent par résumer ce que dit l'autre en extrapolant ou en déformant ses propos. Ce qui est d'ailleurs aussi une technique de manipulation souvent utilisée qui s'appelle la technique de l'homme de paille. La technique de l'homme de paille consiste à déformer ou exagérer l'argument de son adversaire pour le rendre plus facile à attaquer plutôt que de réfuter le véritable argument qu'il a présenté. Cette technique peut se présenter sous plusieurs formes. La personne en face peut choisir un truc spécifique que vous avez dit et le reprendre hors contexte en choisissant délibérément d'ignorer des nuances, détails ou potentielles précisions que vous y avez apportées. Donc pour peu que vous vous exprimez mal ou de façon assez ambiguë, cette technique sera malheureusement redoutable contre vous. Ça inclut aussi le fait d'exagérer l'argument en tant que tel, ou en l'extrapolant, ou en tirant une conclusion bien plus générale dans le contexte dans lequel vous l'avez utilisé. Et enfin, vous pouvez aussi en présenter une interprétation erronée ou complètement fausse et mensongère pour décrédibiliser votre adversaire et lui prêter des arguments ou des pensées qu'il n'a jamais vraiment exprimées. On va prendre un exemple fictif. Imaginons qu'autour d'une conversation dans un bar, je vous avoue que j'en ai marre des féministes extrémistes, et que j'en ai aussi marre que les hommes ayant subi eux aussi des violences soient un peu mis de côté, ou que le sujet soit beaucoup plus tabou concernant les hommes. Vous pourriez facilement répondre « Ah donc t'es contre le féminisme en fait, tu penses qu'il y a que les hommes qui importent et que les femmes subissent rien, c'est ça ?» Vous venez donc de me prêter des propos que je n'ai jamais exprimés et de les extrapoler. J'ai parlé de quelque chose de spécifique que vous avez complètement ignoré en faisant une généralisation et vous m'avez attribué une pensée qui n'est pas la mienne. Il est dès lors plus facile de m'attaquer car vous avez fait de ces arguments une cible facile, pour laquelle il est très simple de trouver des contre-arguments convaincants. Il existe une stratégie qui est à l'opposé de celle de l'homme de paille et que je vous invite bien plus à adopter. Il s'agit de la technique de l'homme de fer.
La technique de l'homme de fer consiste à résumer la position de l'adversaire en présentant ses arguments de la manière la plus fidèle possible, en s'assurant même auprès de lui qu'on a bien compris son point de vue, qu'on a bien compris ce qu'il signifiait. Et si ce n'est pas le cas, on le laisse donc reformuler ses propos. Cette stratégie amène à établir un échange honnête, constructif et pacifique, dans lequel vous cherchez réellement à comprendre le point de vue de l'autre et à le résumer honnêtement, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Autrement dit, vous faites preuve d'empathie. La différence majeure entre les deux techniques, mis à part le côté fallacieux de l'une ou de l'autre, c'est que dans la première, on donne son opinion en même temps de résumer ce que vient de dire l'autre, comme on fait exprès de mal l'interpréter. Alors que dans le second cas, on est d'abord à l'écoute et on se met un peu en retrait, comme on n'exprime pas directement son opinion. Et c'est seulement dans ce second temps, après avoir bien compris le point de vue de l'adversaire, qu'on partagera à notre tour ce qu'on pense. Offrez votre empathie aux autres et vous en recevrez en retour. Soyez impitoyable et malhonnête et vous vous ferez des amis. Parce que oui, souvent être le premier à offrir son empathie amène aussi l'autre à en donner. Et ça permet aussi de montrer à l'autre que vous ne le détestez pas pour autant et que vous pouvez très bien penser différemment sans pour autant vous battre. Ça vous lui envoie le message que vous êtes dans le même camp, dans la même team et que vous pouvez exprimer juste tous les deux vos idées pacifiquement et de manière bienveillante. D'ailleurs, vous pouvez aussi, avant de tenter de résumer ce que votre adversaire vient de dire, lui demander de vous rectifier si jamais ce que vous avez compris de ce qu'il a dit est incorrect. Troisième signe, c'est de surinterpréter les intentions de l'autre personne. Oui, vous allez me dire qu'on vient tout juste de le voir avec l'homme de paille, mais non, parce que cette fois-ci c'est différent. Car cette fois-ci, c'est involontaire en fait de la part de votre interlocuteur. Il interprète mal ce que vous avez dit, et même si vous lui faites savoir qu'il s'est trompé et que ce n'est pas ce que vous vouliez dire, il persiste à y croire sincèrement. Quatrième signe, régulièrement réajuster son point de vue. C'est quand la personne en face de vous réajuste en permanence ses propos, mais en gardant l'idée originelle. Ce n'est donc pas qu'elle remet en question ses opinions, c'est qu'elle modifie souvent les détails de ce qu'elle dit pour avoir raison, et elle commence donc un peu à se contredire. Cinquième signe, s'énerver ou hausser le ton. Bon, celui-là est assez explicite, donc je vais pas m'y attarder. Sixième signe, c'est de faire des attaques à dominem. C'est quand vous critiquez directement la personne plutôt que ses arguments ou ses propos. Les insultes en sont l'exemple ultime. Quand l'on en vient à s'insulter, c'est déjà que la conversation est allée trop loin et est devenue une dispute, et qu'il vaut donc mieux y mettre fin, parce que ça n'a dès lors plus aucun intérêt, comme la personne qui vous insulte ne cherche plus à débattre et à réfléchir avec vous, elle veut juste gagner, et à partir de là, les choses peuvent vite escalader. Pour les attaques personnelles, on va avoir d'autres manières de les gérer dans quelques instants, sans forcément mettre fin à la conversation, surtout si tout le monde est encore relativement calme. D'ailleurs, les insultes ou les attaques personnelles arrivent souvent quand vous sentez que vous êtes en train de perdre le débat. C'est un peu votre dernier recours pour discréditer votre adversaire quoi. Septième signe, passer à autre chose sans transition. C'est le signe le moins révélateur, comme il est normal de vouloir passer à autre chose au bout d'un moment, on va pas débattre du même sujet pour l'éternité non plus. Mais dans certains cas, ça peut suggérer qu'il y a bel et bien des dissonances cognitives à l'œuvre. Si vous repérez 3 ou 4 de ces signes ou même plus lors d'une conversation, arrêtez de débattre. Ça ne sert plus à rien car beaucoup de dissonances cognitives piégeuses sont certainement présentes dans la conversation, chez vous ou chez la personne en face de vous, et donc vous pourriez balancer le meilleur argument logique de la planète pour prouver que vous avez raison, ça n'y changera rien. Car la priorité à ce moment-là n'est plus d'être logique mais simplement de gagner le débat face à l'autre. Donc ça n'a plus grand intérêt. Donc au lieu de continuer à débattre et de chercher à raisonner l'autre, la meilleure chose à faire pour vous à ce moment-là, c'est de vous concentrer sur le fait de recréer la complicité avec la personne en face de vous. L'une des meilleures manières de le faire consiste à faire une blague en plein milieu d'une conversation, qui n'est pas aux dépens de votre adversaire. Et ça, c'est très important. Sinon, ça pourrait être à nouveau perçu comme une attaque à dominem, et vous pouvez donc plutôt vous tourner vers l'autodérision pour ça. Quand la personne en face de nous a une dissonance cognitive dans un tel contexte, elle nous perçoit comme une menace, et tant qu'elle nous percevra ainsi, il sera impossible de lui faire changer d'avis ou de lui amener à considérer sérieusement notre propre point de vue. Car les dissonances cognitives agissent un peu comme un bouclier qui empêche les nouvelles informations d'entrer. Donc en faisant une blague qui ne vise pas à rabaisser l'autre, encore plus si c'est de l'autodérision, la personne en face ne vous verra plus comme une menace et s'ouvrira davantage à vous et considérera probablement sérieusement ce que vous pensez. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez utiliser les deux techniques suivantes pour les amener encore plus à considérer votre point de vue et à vous écouter. Première technique, ne les prenez pas de haut s'ils finissent par être d'accord avec vous ou du moins avec l'un des arguments que vous avez énoncés. Ça inclut notamment le fait de résister à dire des choses comme « Ah bah tu vois !» Bah voilà, j'avais raison. Enfin, tu comprends. Sinon, ils vont très probablement revenir dans leur dissonance cognitive et se remettre sur la défensive. Et à partir de ce moment-là, bonne chance pour les convaincre. Parce qu'ils se sont déjà ouverts à vous en admettant que vous aviez raison entièrement ou partiellement et vous en avez profité pour les prendre de haut. Donc forcément, il y a très peu de chances qu'ils se réouvrent. Deuxième technique, ne les forcez pas à voir leurs incohérences. Par exemple, un fumeur aura beaucoup de mal à admettre que fumer est en train de ruiner sa santé, s'il dit vouloir arrêter pour sa santé justement, mais continue encore de fumer, comme arrêter prend beaucoup de temps. Donc il faut leur laisser de l'espace et faire de la différence entre honnêteté et intégrité. De manière plus générale, on veut souvent défendre ce qu'on a pu dire ou ce qu'on a pu faire par le passé. Donc quand vous pointez du doigt les incohérences de la personne par rapport à ce qu'elle a déjà pu dire ou faire, ça va la mettre en colère. Et comme c'est vous qui pointez ces incohérences, cette colère va bien souvent se diriger vers vous. Et la personne tentera de justifier comme elle peut ces incohérences et de trouver des excuses. Et surtout, j'aimerais rappeler à nouveau qu'on est tous et tous sujets à avoir des incohérences entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il est presque impossible d'être complètement cohérent de ce point de vue-là. Pensez par exemple à la dernière fois où vous avez annulé une soirée parce que vous aviez déjà prévu quelque chose, mais vous aviez juste complètement oublié. Ou même la dernière fois que
vous avez simplement changé d'avis sur un sujet. Les incohérences deviennent un problème lorsque l'écart entre ce que la personne dit et ce que la personne fait est trop grand. Ou s'il y a un trop grand écart entre la façon dont elle se décrit et ce que son comportement révèle de sa personnalité. Je vais vous donner un exemple concret. Dans ma vie récente, je suis tombé sur beaucoup de personnes toxiques. D'où les vidéos que j'ai faites sur le sujet, c'était clairement pour ça. Et la dernière fille toxique qui m'a harcelé d'ailleurs, elle a même envoyé des messages à ma mère et à ma soeur pour dire que j'avais une santé mentale inquiétante. Mais bon, je dois avouer que c'est bien, mais je vous conseille de fermer votre porte cette nuit. Enfin, la meuf super intrusive quoi. Et elle m'accusait exactement de ce que elle faisait. C'est-à-dire qu'elle me traitait de menteur, alors que dans tout le message, elle a exagéré les traits et délibérément menti sur au moins 80% de ce qu'elle racontait. Elle a par exemple nié avoir envoyé des messages à ma famille, alors que je les ai vus de mes propres yeux, ces messages. Donc autant dire que c'était assez ridicule de lire tout ça dans son mail. Et bref, elle disait aussi que je savais pas gérer mes émotions, puis la meuf complètement obsédée par moi au point de me harceler moi et mes proches, et de me renvoyer un mail plein de colère et de reproches plusieurs mois après que tout soit fini. Donc dans ce cas-ci, cette fille avait une vision complètement erronée d'elle-même, et elle faisait même quelque chose de courant qu'on fait souvent, enfin une échelle bien moins prononcée quand même, qui est d'accuser les autres de comportements qui sont en fait les nôtres. Souvent ce sont donc des comportements qu'on n'aime pas chez nous, mais comme se remettre en question c'est assez désagréable, on le projette sur les autres comme si c'est eux qui avaient ces caractéristiques là, et on les critique pour ça. C'est pareil pour le narcissisme et la jalousie au sein d'un couple. Les personnes narcissiques ont souvent tendance à accuser les autres d'être narcissiques, et les personnes jalouses sont plus à même de tromper leur partenaire. Après, ça reste des tendances, donc prudence. Maintenant, j'aimerais vous avertir sur la dissonance cognitive la plus dangereuse, qui est... roulement de tambour... la vôtre. Nos propres dissonances cognitives sont les plus dangereuses car elles nous aveuglent, et on les voit beaucoup plus difficilement. Il faut savoir faire preuve de beaucoup d'introspection, de lucidité et de conscience en soi, de conscience de soi, pardon, pour les détecter. C'est comme une tâche que vous auriez sur votre t-shirt par exemple. Les autres voient cette tâche, mais pas vous. Donc je vous invite surtout à utiliser les conseils de cette vidéo pour vérifier que vous-même vous ne tombez pas dans vos propres dissonances cognitives, car à nouveau on en a toutes et tous, et c'est tout à fait normal d'en avoir. Quand vous vous rendez compte que vous en avez en plein milieu d'une conversation, c'est peut-être le moment d'être tolérant avec vous-même, et pourquoi pas de vous tourner en autodérision. Accepter sans jugement ou se pardonner pour ses propres dissonances cognitives vous amènera à bien mieux tolérer celles des autres. Et ce sera donc plus facile de recréer la complicité avec votre interlocuteur si la conversation commence à être perturbée par ces fameuses dissonances cognitives. Pour vous en rendre compte, quand c'est vous qui êtes influencé par vos propres dissonances cognitives, posez-vous les questions suivantes. Suis-je en train de m'énerver ou d'élever la voix? Est-ce que j'essaye d'apprendre de cette conversation et d'écouter l'autre, ou est-ce que j'ai juste l'impression de vouloir gagner? Si vous déterminez que vous êtes bel et bien influencé par votre dissonance, je vous invite à vous reconnecter avec votre corps en prenant un instant pour respirer profondément et mettre votre main sur la poitrine en prenant une grande inspiration. Car être plongé dans ces dissonances cognitives, c'est assez similaire au sentiment de panique et au fait d'être sur la défensive, et respirer un bon coup calmement et lentement vous aidera à vous calmer. Ainsi, vous reviendrez naturellement dans un état où vous pourrez davantage accepter les arguments logiques. En développant la compétence d'identifier et de gérer vos propres dissonances cognitives, vous commencerez à voir des choses que la plupart d'entre nous est incapable de voir. Car vous mettrez votre ego de côté et vous serez donc bien plus enclin à avoir du succès dans vos relations, votre travail ou plus généralement dans votre vie. Au contraire, sans cette compétence, vous avez plus de chances de vous mettre en colère et de vous énerver dès que les autres ou même la réalité vient contredire vos croyances, et même pire, vous serez dans l'incapacité de modifier ses pensées ou ses croyances. Et si vous voulez justement vous assurer d'avoir une bonne santé mentale et d'être lucide, je vous invite à aller voir cette vidéo qui parle des signes d'une bonne santé mentale. En attendant, moi je vous dis à samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao.